Je vais parler des choses que vous avez plus ou moins déjà entendues dans les exposés des prédécesseurs. Je voudrais remercier les organisateurs pour me donner la possibilité de présenter mon histoire et mon point de vue sur la recherche que nous faisons ici dans le labo. Donc je vais parler d'intégrabilité, mais aussi je voudrais dire quelques mots sur mon parcours personnel. Donc je suis arrivé dans le labo à peu près au moment de la fête des 30 ans du labo. Donc je suis arrivé en 93 pour un stage d'EA avec Vincent et Denis. J'ai travaillé sur l'intégrabilité, j'ai continué avec une thèse et puis je suis arrivé à un moment où il y avait plein de bouleversements déjà, donc je venais d'un pays qui était derrière le rideau de fer jusqu'à un peu de temps avant. Tout était nouveau pour moi, tout était en train de changer. Aussi pour le labo, il y avait des choses qui étaient en train de changer parce qu'il y avait une transition entre la période quand les gens étaient recrutés après leur thèse dans le labo. Et puis, donc on a vu hier que le labo a été pendant longtemps de façon prédominante masculin. Et donc, au moment quand je suis arrivé, grâce au fait qu'il y avait cette transition, les recrutements étaient un peu plus ouverts vers l'extérieur. Donc j'ai pu être recrutée, je ne venais pas de Polytechnique, j'étais une femme, donc j'étais la personne que Jean mentionnait dans son exposé hier. J'espère que je n'ai pas été recrutée parce que j'étais une femme, mais après moi, donc j'étais à ce moment-là, il y avait que Christian Normand qui était chercheuse à l'IPHT. Pardon? Elle était partie à la retraite. Quand j'ai été recrutée, elle était partie à la retraite déjà. Comme Jean l'a dit, elle est partie quand il est arrivé comme directeur. Voilà, donc par la suite, il y a plein de femmes qui ont été recrutées et j'ai été toujours fière du labo parce que on a recruté plein de femmes avec beaucoup sans se poser des questions de quotas parce qu'à ce moment-là, il y avait plein de personnes qui méritaient d'être recrutées et je pense qu'à ce jour, le labo, dans le labo, la présence des femmes elle est complètement normalisée aussi par le fait que le labo est dirigé par une femme de nos jours. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là d'arriver dans ce labo qui est extraordinaire, où on faisait de la recherche très très intéressante. Et donc j'ai pu rejoindre le labo en tant que membre permanent en 1998. Et depuis, j'y mène ma recherche. Ma recherche est centrée autour des méthodes exactes, ce que j'appelle l'intégrabilité, mais il y a plein d'applications physiques qui sont centrées sur ces méthodes exactes. Donc ces méthodes ont été en grande partie développées ici dans le labo. On a été tous on a participé au développement de ces méthodes non perturbatives qui sont maintenant utilisées dans plein d'aspects de la physique. Donc on parlait hier du rôle de l'école des Ouches dans l'éducation des chercheurs en France et à l'IPHT et dans le monde. Donc, il y a une photo de l'école des Ouches de 1994 où j'étais comme étudiante et puis
je suis revenu aux Ouches pour organiser des écoles. On est bien sûr une partie de l'activité de l'IPHT, et aussi se reflète dans l'organisation des conférences ITICSON. Et puis, bon, il y a la partie recherche, discussion devant le tableau avec les membres du groupe. Je voudrais, une partie des thèmes qui ont été développés autour de l'intégrabilité ont été mentionnés en particulier par Hubert. Donc, ce que j'appelle intégrabilité, c'est l'utilisation des symétries de dimension infinie pour trouver des solutions à des problèmes, des solutions exactes à des problèmes dans la physique quantique, mais pas seulement quantique. Et bien sûr, le représentant le plus connu de l'intégrabilité est une des premières personnes à avoir travaillé sur ce sujet. Dans le labo, c'est Michel Godin, qui a été à l'honneur déjà hier. Donc lui, il a développé certaines des techniques traditionnelles dans les langages de Bethe. En particulier, il a déterminé la norme de la fonction de Bethe. Il a proposé un modèle qui est maintenant célèbre et qui apparaît dans des sujets surprenants, dans les domaines surprenants de l'intégrabilité. Et lui, il a pris le soin d'écrire, de transmettre ses résultats dans un livre qui est maintenant un classique de l'intégrabilité, qui a été récemment traduit, qui a été tout de suite traduit en russe et assez récemment traduit en anglais aussi. Donc au moment quand je suis arrivé dans le laboratoire, il y avait plusieurs domaines de la physique mathématique qui étaient en plein essor, notamment les modèles de matrices et les théories conformes en deux dimensions. Donc dans mes transparents, j'ai marqué en gras les personnes qui pourraient s'identifier comme travaillant sur l'intégrabilité. Le critère étant qu'ils ont écrit au moins deux papiers où il y a l'intégrabilité dedans, mais bien sûr c'est très compliqué. Enfin, c'est pas facile de décider entre les uns et les autres, mais voilà. Il y a des personnes qui ont contribué de façon déterminante à ces sujets, modèle de matrice, théorie des champs conformes, et qui ont été actifs dans ce qu'on peut appeler l'intégrabilité. Donc, les groupes quantiques, notamment, ont été développés à ce moment-là de façon très active. Et je voudrais mentionner, entre autres, la présence pendant quelques années, la présence assez brève dans le laboratoire d'Alyosha Zamolodchikov, qui est quelqu'un qui a fait des contributions extraordinaires pour les théories des champs intégrables en deux dimensions, et qui nous a influencés tous. Donc, comme vous avez à peu près bien sûr, ces sujets-là sont aussi liés, comme vous l'avez vu dans l'exposé de Hubert, sont reliés aux travaux sur les polymères, la percolation, les objets géométriques en général. Et puis, donc, il y a l'approche venue des mathématiques, le SLI,
les systèmes désordonnés, les systèmes non unitaires, et il y a plein de personnes dans le labo qui ont contribué sur ces sujets-là. Il y a un oubli très important dans ma liste, dont je me suis rendu compte aujourd'hui en entendant l'exposé d'André, parce que l'analyse semi-classique est très intimement liée à l'intégrabilité, et il y a un sujet qui est à l'origine dans notre labo, qui a été développé par deux anciens postdocs du labo, Patrick Doré et Roberto Tateo. C'est la correspondance ODE-IM entre des équations différentielles et les modèles intégrables. Et ce sujet a été développé après les discussions de Patrick et de Roberto avec André. Donc c'est une influence très importante de cette analyse semi-classique sur la limite des modèles intégrables. Dans les dernières années aussi, il y a c'est apparu pendant les années 90, mais l'intégrabilité a trouvé des applications dans les processus stochastiques comme ACEP, les processus déterminantaux, et puis plus récemment les transports dans les transports dans les systèmes à une dimension, la dynamique hors d'équilibre avec l'hydrodynamique généralisée, et plein de chercheurs du labo ont travaillé dedans. On a mentionné aussi la combinatoire, les cartes, l'approche mathématique sur la gravité quantique, la récursion topologique initiée ici par Bertrand. Il y a des contributions dans la théorie des représentations. Puis il y a de façon assez surprenante, l'intégrabilité s'est trouvée des applications dans la dualité entre les théories des jauges et la théorie des cordes, des idées qui ont été mises en avant il y a longtemps, mais qui ont pu être décrites de façon quantitative en utilisant l'intégrabilité. Et donc, une des personnes qui a contribué de façon déterminante à ce sujet et Grégory Korczewski, qui n'était pas encore au labo quand il a commencé à travailler sur ces sujets. Et puis, ce sujet a repris beaucoup de vigueur au début des années 2000, et il trouve des applications maintenant dans les calculs des amplitudes. Donc nous avons un nouveau collègue, Matt von Hippel, qui travaille sur ce sujet, qui utilise l'intégrabilité. Aussi, des côtés de la théorie des cordes, l'intégrabilité de la corde en ADS a été prouvée par Yossif et ses collaborateurs. Et puis, il y a toute une série de contributions sur des formations et plein d'autres travaux en théorie des cordes qui sont reliés entre autres à la correspondance à des CFT. Et comme vous avez entendu, l'approche des bootstraps est aussi intimement liée à l'intégrabilité et à l'analyse de ces systèmes intégrables. Et il y a des contributions importantes dans le labo dans ces domaines. Il me reste combien de temps?
Ok, donc je vais essayer de mentionner vite les... 10? Ok, bon, très bien. Les activités dans lesquelles je suis impliqué en ce moment et puis dans lesquelles j'ai été impliqué pendant des années sont d'un côté des applications physiques pour des questions qui sont très importantes pour la physique, la description des objets dans cette théorie des jauges qui est une version supersymétrique, supersymétrie maximale de la QCD. Donc c'est une théorie dans laquelle on peut tester les idées de la dualité entre théorie des jauges et théorie des cordes. Donc en ce moment, j'ai plusieurs projets qui sont liés aux fonctions de corrélation dans ces théories. Et du côté plus mathématique, j'étudie des modèles à interaction à longue portée avec une symétrie étendue. Donc, il y a une liste des collaborateurs passés et présents dans le labo et à l'extérieur du labo, parmi lesquels il y a des anciens étudiants, Dima Volin, Yunfeng Zhang, Andrei Petrovski, Ding Long Wu, que vous avez vu sur la photo plus tôt. Il y a Adel Ben Moussa qui est étudiant en ce moment dans le labo. Il y a Gwenaël Ferrando qui était aussi doctorant dans le labo. Et puis, comme postdoc, Jules Lamars et Fedor Levkovitch-Malsluk. Oui, il y a aussi Gabriel Lefondes qui est étudiant en ce moment dans le labo avec moi et Ivan. Donc pour les fonctions de corrélation dans la théorie des jauges n égale 4, donc, c'est une théorie qui sert à tester les idées trouver des degrés de liberté qui réalisent ce passage entre les théories des jauges et les théories des cordes. C'est ce qu'on appelle la ADS-CFT correspondence. Et donc, ce problème a été traduit dans les termes d'une théorie intégrable, théorie des champs intégrable en 2 dimensions, ou bien, alternativement, une chaîne de spin avec interaction à longue portée. Une chaîne de spin compliquée, supersymétrique, mais c'est quand même une chaîne de spin. Et le problème pour calculer les dimensions conformes des opérateurs, les exposants critiques dans cette théorie, qui est une théorie conforme en 4 dimensions, a été faite en trouvant un ensemble d'équations de différence finie pour 8 fonctions complexes, et, bon, ce qu'on appelle la courbe spectrale quantique, donc un objet caractéristique de l'intégrabilité. Et en fait, donc, si calculer les spectres, c'est en fait en gros mettre la théorie des champs sur un cylindre infini où on insère des circonférences L qui est donnée par la longueur de la chaîne de spin, si vous voulez, ou certaines charges d'une certaine symétrie dans la théorie des jauges. Et à l'infini, donc au bout de ces cylindres, on insère une certaine condition qui est associée à l'état qu'on veut calculer. Donc pour les objets un peu plus compliqués, comme les fonctions de corrélation, il y a une procédure de découpage des surfaces dans des blocs élémentaires qui sont en fait, donc, dans le cas de la fonction à 3 points, on coupe le pantalon
des hexagones, et ces hexagones en fait sont des objets qui ont un défaut de courbure. Dans ce cas-là de l'hexagone, c'est un défaut de courbure des pi. Pour le cas des amplitudes des gluons, on découpe les surfaces correspondantes dans des pentagones, et donc la question, c'est on arrive à calculer les objets qui nous intéressent en collant ces objets élémentaires et en sommant sur les excitations qui peuvent passer entre deux surfaces comme ça. Donc c'est un moyen assez compliqué de calculer les différents objets, qui n'est pas facile à réaliser de façon explicite pour tous les objets, mais il y a un objet sur lequel on a réussi à faire ce calcul, et cet objet peut s'écrire comme un déterminant de Fredholm, pour lequel Grisha et ses collaborateurs ont obtenu des résultats très, très intéressants, et ces objets-là apparaissent aussi dans d'autres théories de jauge avec moins de supersymétrie, et donc c'est une sorte d'objet universel qui apparaît dans ces théories. Mais donc cette façon de coller les surfaces les unes avec les autres, c'est un peu compliqué. Les résultats ne sont pas toujours très transparents. C'est pour ça que nous essayons de développer une autre approche qui serait plus directe, qui serait basée sur la séparation des variables. Une méthode qui a été proposée par Sklianin dans les années 90 pour décrire les systèmes intégrables, et qui a trouvé beaucoup d'applications récemment dans des fonctions de corrélation pour les chaînes de spin, par exemple. Voilà, donc ça c'est un projet sur lequel on travaille avec Ivan et avec Gabriel, notre nouvel étudiant, et Fedor Levkovitch-Masluk. Et un autre sujet plus mathématique, c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler quand je suis arrivé ici en thèse. C'est à partir d'un article qui a beaucoup d'influence dans le sujet, qui a été publié par Denis, Michel, Duncan Haldane et Vincent. Donc c'est une sorte on peut faire des déformations de ces modèles-là. La caractéristique principale de ces modèles, c'est que de ce type de modèles, c'est qu'ils ont une symétrie étendue, ce qui s'appelle Yanguian ou algèbre affine quantique. Et donc, c'est une sorte de version à longue portée des modèles que Hubert vous a présentés, donc les modèles ON. Ils peuvent être réalisés comme des modèles sur réseau des chaînes de spin. Les modèles que nous on regarde sont des généralisations à longue portée de ces modèles-là, où la symétrie est étendue et ils ont des propriétés, ils sont liés à des algèbres de symétrie plus compliquées, et donc ils ont une interprétation dans la théorie de représentation aussi. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc ce sont des modèles un peu comme le modèle XYZ, modèle de Heisenberg XYZ. Il y a un paramètre d'anisotropie qui est lié au paramètre que Hubert vous a présenté dans le modèle ON, donc delta est lié à n. Ce sont des spins qui interagissent à distance. Bon, je vous présente quelques formules là.
Pour Q égale 1, c'est modèle, c'est celui qui a été regardé dans les années 90 par nos collègues. C'est le modèle de Haldane-Shastri, et c'est un modèle essentiellement des magnons en interaction statistique avec un spectre très, très simple où les énergies sont données en termes des nombres quantiques, des nombres, des entiers qui sont entre 1 et n la longueur de la chaîne et qui sont séparés par au moins 2 unités. Donc ce système est lié à des algèbres, des courants, algèbres fines, et les théories conformes avec symétrie globale. Si ce paramètre Q est différent de 1, il y a deux types d'hamiltoniens qui sont... ils ne sont pas invariants par parité, donc il y a un hamiltonien gauche et droite qu'on peut définir. Et puis, ils ne sont pas invariants par translation, mais il y a quelque chose qui ressemble à un opérateur de translation qui est basé sur des matrices un peu compliquées, mais qui sont liées au matriceur du système intégral. Et donc, nous regardons ce modèle pour la valeur de l'anisotropie qui est en fait reliée à n égale 2 pour le cas n égale -2 pour le cas que Hubert vous a présenté. Donc, Q égale I. Donc là, c'est un modèle fermionique. Donc, le modèle est basé sur l'algèbre de Temperley-Lib qui est définie ici et qui, pour le cas Q égale I, donc dans cette relation-là, c'est E carré égale 0, donc on peut définir ces générateurs par des fermions non unitaires, parce que les relations de commutation sont atypiques. Et nos modèles, c'est un modèle notre modèle, c'est un modèle des fermions libres non unitaires. Donc, notre hamiltonien, c'est un hamiltonien qu'on peut écrire en fonction des f dagger f. En fait, ces objets-là sont des objets quadratiques dans les fermions, mais dans les fermions non unitaires. Donc on a une réalisation de ces modèles non unitaires dont Hubert vous parlait, mais des modèles à longue portée et qui ont des propriétés très, très bizarres. Par exemple, pour le cas des longueurs impaires, le spectre d'hamiltonien qu'on obtient, c'est parfaitement linéaire, comme ça, avec 2 branches, donc il y a une sorte de staggering dans les valeurs de l'énergie à un magnon. Et puis, pour le cas pair, les énergies sont toutes égales à 0 et il y a plein de blocs de Jordan. Donc, c'est un modèle très, très surprenant et il y a plein de propriétés de symétrie que nous sommes en train de découvrir. Voilà, donc je voulais vous convaincre qu'il y a plein des applications physiques très intéressantes des modèles à longue portée et que nous avons beaucoup de choses à faire et que je suis heureuse de pouvoir regarder ces questions, autant du côté mathématique que du côté physique, avec mes collaborateurs qui sont ici et que je regarde avec enthousiasme vers les 30 prochaines années, mes 30 prochaines années dans le labo. Merci à tous pour... Merci Livina. Question?
Juste une petite question, j'ai pas bien compris. Dans les chaînes à longue distance, tu as une interaction qui décroît avec la distance quand même? Pour le cas des nombres de sites impairs, donc bon, on a une expression exacte pour l'interaction, mais c'est un peu difficile de la voir comme ça, mais dans le modèle initial, il y a l'interaction. Normalement, elle décroît avec la distance, mais si on regarde ici Q égale I, en fait, il y a l'interaction est maximale quand les sites sont opposés. Donc c'est un peu bizarre parce que tu as un modèle où les sites qui sont opposés interagissent de façon très importante. Donc il y a une sorte de... tu peux voir une sorte de double covering de ton cercle. Donc, voilà. Parce qu'il y a des pathologies des Q racines de l'unité dans la théorie de représentation de ces algèbres que tu commences à voir déjà dans l'interaction. Si tu veux, oui. Si tu veux, oui. Oui, je vois que tu as donné le micro. Tu as une question, c'est pour les jeter, parce que Bertrand avait une question. Ah, Bertrand a une question. Non? C'est bon? Tu vois quand même le cube. Tu rendras le cube au bureau. J'ai juste une question. C'était sur la définition d'intégrabilité. Si j'ai bien compris, il s'agit de systèmes discrets pour lesquels on peut trouver la solution exacte, quelle que soit la taille. Dans le cas ces chaînes de spin, oui, ce sont des systèmes discrets en général. Pour les théories des champs continus, tu as un nombre infini de degrés de liberté. Donc, alors, quelle est la définition de l'intégrabilité dans ce cas-là? Un nombre suffisant intégrales des mouvements qui permettent de trouver une réponse exacte pour les quantités que tu veux calculer. Mais on ne peut pas calculer toutes les quantités. Bon, il y en a certaines qu'on peut calculer. Par exemple, dans la théorie des champs. Dans la théorie des champs, des fonctions de corrélation, on arrive à les calculer. Des compositions à facteurs de forme, par exemple. Tu parles dans n égale 4 supersymétriques? Non, je parle des théories intégrables en deux dimensions. Ah oui, ça je comprends. Mais oui. Pour n égale 4 supersymétriques, par exemple? Oui, donc ce sont par exemple, donc il y a une correspondance entre les opérateurs invariants de jauge et les chaînes de spin. Donc après, les fonctions de corrélation de ces opérateurs peuvent être exprimées en fonction de ces pantalons, ces surfaces avec plusieurs insertions. Mais il y a aussi les amplitudes qui peuvent être calculées. Donc il y a une dualité avec les boucles de Wilson. Les boucles de Wilson peuvent être aussi calculées en termes de cette théorie des champs à deux dimensions intégrables. Voilà. Donc en gros, ce sont les fonctions de corrélation des opérateurs invariants de jauge, les boucles de Wilson, donc, qui donnent aussi par dualité les amplitudes, et les facteurs de forme, ce qu'on appelle les facteurs de forme, c'est-à-dire un opérateur invariant de jauge projeté sur des états asymptotiques. C'est un peu comme les amplitudes combinées avec les opérateurs invariants de jauge. Ok, on est un peu en retard, sauf s'il y a une question très urgente, courte. Non. Ouais, merci Vivina. Merci.